faites bien de rester en direct avec nous sur Afrique Média Télévision, le débrief donc autour du fait d'actualité. C'est donc ces différentes missions multidimensionnelles intégrées des Nations Unies qui sont clairement devenues les persona non grata, s'il faut le dire, sur le continent africain, de la République démocratique du Congo, en passant par la République centrafricaine, jusqu'au Mali. C'est le même son de cloche, la MINUSMA dehors, les manifestations se multiplient désormais afin de demander purement et simplement le départ de ces forces intégrées multidimensionnelles de l'ONU sur le continent africain. Bassaro Silla est à nos côtés depuis Bamako. Bonsoir Bassaro. Bonsoir mon frère Jérôme. C'est Fabrice Ndoum, je vous en prie. Bassaro Silla, je rappelle, vous êtes leader du mouvement Yerewolo Debout sur les remparts, une société, une organisation de la société civile qui a quand même tout son poids au cœur donc de l'appareil, du moins du jeu politique du côté de Bamako. Et vous projetez clairement des manifs qui vont mettre clairement, on va dire, hors d'état de nuire tout ce qui pourrait s'opposer désormais à la démarche, on va dire, de libération pure et simple de votre pays, le Mali, une riposte donc contre la politique impérialiste de la France. On y commence par là. Que doit-on clairement comprendre autour de cette greffe retenue dans cette grosse manif préparée d'ailleurs par votre mouvement? Tout d'abord, je tiens à saluer tous les téléspectateurs et saluer Afrique Média pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, pour éveiller les consciences des Africains. Vous faites un travail énorme et moi je pense que c'est le lieu vraiment de vous saluer. Manifestation, exactement, nous sommes en mesure de mobiliser des gens, d'organiser des manifestations partout. La France, à un moment donné, croyait qu'elle avait le monopole sur même le pays, le Mali, lui appartenait avec un sentiment paternaliste. On s'est dit, ok, on ne peut pas continuer vraiment à être avec ces gens-là. Parce qu'ils sont venus ici en 2013 pour vraiment aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale. Par contre, c'est cette même France-là qui a empêché les militaires maliens de rentrer à Kidal. Avec tous ces aspects-là, nous nous sommes dit, ok, pourquoi ne pas se mettre ensemble vraiment pour dire au revoir à la France, parce que nous savons que la France n'a jamais libéré un pays en Afrique. Jamais, au grand jamais dans l'histoire, nous ne l'avons pas vu. C'est un pays impérialiste parce que la France, quand elle est chez toi, elle vient avec son agenda. Avec, comme Sékou Touré disait, toute aide qui ne vous aide pas à vous en passer d'éventuelles aides, vraiment les aides à rejeter. Et pourtant, la France est l'un de ces pays-là qui est venu vraiment chez nous en 2013. Au lieu d'aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale, elle a empêché nos militaires de rentrer à Kidal. De ce fait, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas se mettre ensemble, créer un mouvement panafricain, bien sûr, pour essayer vraiment de trouver une solution à tout ce qui se passe et dire vraiment, trouver les moyens nécessaires pour demander le départ de la France. C'est pourquoi en 2019, nous avons créé le mouvement Yerewolo Debout sur la remparts qui regroupe en son sein une centaine d'associations de mouvements. Donc, c'est de cela là, nous avons continué à manifester devant l'ambassade de la France. On ne valait pas souvent 10, 20, 30 personnes. Souvent, on nous jetait avec des gaz lacrymogènes. Souvent, il y avait des enfermements. On enfermait nos camarades et tout. Donc, jusqu'à ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta nous a traités d'ennemis de la nation parce que nous faisons le travail de ceux qui voulaient déstabiliser le Mali. Et là, nous nous sommes dit, ah ok, nous voulons vraiment aider nos dirigeants parce qu'on pensait que nos dirigeants étaient sous pression et il fallait que le peuple prenne son destin en main et que le peuple aide les dirigeants à prendre les bonnes décisions. Mais malheureusement, la France a inculqué la peur dans la tête et dans le cœur de bon nombre de nos dirigeants et dès lors nous sommes levés contre le feu président Ibrahim Boubacar Keïta parce qu'on s'était dit que ce n'était pas possible vraiment de traiter une partie de la population parce que vous ne pensiez pas la même chose. Et c'est en cela, le 10 janvier 2019, nous sommes sortis pour réclamer le départ de l'armée française de notre territoire. Et c'est dans ça là aussi, 2-3 mois après, que le M5-RFP a été mis en place et dont nous avons été membres vraiment fondateurs. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons eu un leader. Et ce leader-là, Dieu merci, hein, c'est une personne qui
comprend le peuple et qui n'a pas cherché le haine. Ce leader a juste suivi le peuple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc si là, nous avons faire dégager la France d'une manière ou d'une autre, sans violence. Et nous, notre position a toujours été claire. Il faut vraiment faire partie de la France, que ce soit sa monnaie, que ce soit son armée. C'est un processus qui est en cours. Et au début, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, nous avons eu un dirigeant qui est avec son peuple, un dirigeant qui comprend les enjeux géostratégiques, géopolitiques actuels de ce 21e siècle. C'est pourquoi on arrive vraiment à faire bouger. Merci à vous, très cher Bassaro. Si là vous restez des notes pour vous permettre clairement de mieux apprécier, on va dire, l'actualité au cœur d'un de vos pays. On va rentrer du côté de la réalisation pour prendre cet extrait du Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui s'exprimait lors de l'une de vos manifestations. On prend cet extrait et on revient vous retrouver. Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora, des villes et des campagnes, je voudrais vous transmettre solennellement les salutations fraternelles de reconnaissance du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. De tout le gouvernement, du président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, et de tout le Conseil national de transition. Le président de la transition me dit de vous dire merci, merci et merci encore. Aujourd'hui, le monde entier voit où se trouve la légitimité populaire. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant d'aller plus loin, vous demander de prier pour la mémoire de tous les Maliens qui sont tombés dans la crise civile et militaire, Maliens et étrangers, mais surtout de dire à nos forces armées de sécurité, nos soldats qui sont au front, qui sont en train de tomber tous les jours, peut-être même il y en a qui sont dans des combats, de leur dire que leur sacrifice ne sera jamais oublié. Ce sont les enfants, les fils et les petits-fils, les arrière-petits-fils de ces hommes-là qui sont à la tête de l'État aujourd'hui. C'est eux qui sont là aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous n'avons peur que de deux choses, de Dieu et du peuple malien. Leurs épouses n'oublieront jamais leur mémoire. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que notre peuple, notre grand peuple, qui a une longue histoire, qui a de la mémoire, qui s'est réuni, va s'unir dans toutes ses composantes. L'union sacrée, quelles que soient les appartenances religieuses, politiques, ethniques, régionales, tous les Maliens vont se tenir debout comme un seul homme face à l'adversité. On revient
revient donc à vous, très cher ami Bassaro Sylla. Et bien, quand on a écouté cet extrait donc du Premier ministre Shogun Kokala Maïga, il est désormais clair, il y a comme une complicité même entre l'État central de Bamako, du moins les autorités de la transition, avec clairement le mouvement Yerewolo qui a posé depuis bien longtemps les bases claires de, on va dire, de la liberté, mais surtout voilà, qui a posé les bases de la revendication de l'indépendance pure et simple, en tout cas de votre pays, le Mali. Oui, exactement. Ils sont devenus des alliés naturels. Ils sont devenus des alliés naturels parce que quand ils ont pris conscience vraiment de la situation, ils ont vu que ces jeunes-là mènent ce combat depuis un moment. Il va falloir que nous nous mettons avec ces deux. Donc, ils sont devenus directement nos alliés naturels. Et c'est ce que nous avons dit, tant qu'ils seront sur cette ligne, les Yerewolo seront toujours avec eux. Tant qu'ils parleront d'indépendance, de liberté, Yerewolo sera toujours avec eux. Et surtout, pas uniquement du Mali, hein. Nous parlons aujourd'hui de l'Afrique. Nous avons panafricanisé la lutte parce que nous avons compris que seul le Mali seul ne pouvait pas s'en sortir. Il fallait faire appel à des activistes un peu partout en Afrique, à des journalistes un peu partout en Afrique, pour qu'ils puissent nous aider dans cette lutte-là. Donc aujourd'hui, Koulouba et son peuple, les dirigeants et le peuple malien sont en parfaite harmonie et nous essayons ensemble de trouver des solutions ensemble. C'est pas facile, bien sûr, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais ensemble, on nous a dit, on va trouver une solution. C'est comme dans une compétition de football. Il faut faire confiance les uns aux autres. Notre capitaine est là. S'il y a des erreurs à faire, on fait les erreurs ensemble. S'il y a des choix à faire, nous faisons les choix ensemble. Mais on s'assure que personne ne vienne nous dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Nous sommes les enfants de personne. Nous sommes un peuple souverain. Nous faisons ce qui nous semble juste et ce qui nous semble bon pour nous-mêmes. Et raison pour laquelle aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un souci, à chaque fois qu'il y a un danger, nous sortons vraiment pour protéger ces dirigeants-là. Parce que nous nous sommes dit, après l'assassinat de Thomas Sankara, après l'assassinat de Kadhafi, après l'assassinat de Modibo Keïta, de Sékou Touré, et tous ces aïeux-là qui ont vraiment commencé cette lutte avant nous, Assimi aujourd'hui est l'espoir du peuple africain, le message qu'il porte, son silence, et tout ce qu'il arrive à faire aujourd'hui, nous nous sommes dit, il faut protéger ces dirigeants-là, il faut protéger Choquel et tout le gouvernement pour qu'ensemble, nous puissions nous libérer définitivement du joug colonial, pour pouvoir nous libérer de la France. Quand je parle de la France, je parle de l'oligarchie française. On va revenir, du moins nous revenons avec vous autour des faits les plus récents, le discours tenu par le président Emmanuel Macron, qui s'est d'ailleurs parlé de la France lors de sa tournée sur le continent africain, principalement, alors singulièrement celui, le discours tenu du côté donc de la Guinée à Bissau, une posture, une attitude, un ton qui a été clairement censuré par les autorités de Bamako, qui ont rappelé clairement au président Emmanuel Macron d'arrêter Manu Militari avec, on va dire, sa posture paternaliste et même colonialiste et tout ce qui va avec quand il s'agit désormais de parler du moins quand il s'agit d'évoquer les sujets liés au continent africain. Une posture clairement que vous décrivez parce que vous affirmez dans cette même dynamique-là. Mais comment des années après, la France garde toujours le même discours, la même posture paternaliste, colonialiste et même néocolonialiste? L'habitude est une seconde nature. La France, elle est habituée vraiment à ça. Elle est habituée à menacer nos dirigeants. La France a toujours pensé que les Africains sont à sa portée, qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, que l'Africain ne peut rien dire. Ils sont habitués à ça. C'est pas commencé aujourd'hui. Sarkozy a dit que nous sommes mal rentrés dans l'histoire. Un peu partout, de Gaulle à maintenant, à chaque fois, les dirigeants français ont toujours manqué de respect à notre peuple, ont toujours manqué de respect au continent africain. Alors maintenant, vu que nous avons un gouvernement qui comprend les choses, qui est un gouvernement panafricain, parce que ce que le porte-parole a dit, chaque Malien s'est retrouvé dans son discours. Chaque Malien s'est retrouvé dans son discours. La France doit comprendre une bonne fois pour toutes que les choses ont changé. La France doit comprendre que le peuple a pris conscience de ce qui se passe actuellement. La France doit juste comprendre
que si elle veut continuer à travailler avec les Africains, qu'elle doit le respecter mutuellement. Et nous allons imposer ce respect-là de gré ou de force. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce que la France ne comprend pas. Elle est habituée à ça, elle pense qu'elle fait face au président, je ne sais pas, Ibeka ou à nos dirigeants qui sont nés sous domination, qui avaient peur de parler. Non, les choses ont changé. Nous, notre président actuel, il a 39, 40 ans, il connaît ce qui se passe, il connaît l'histoire. Donc aujourd'hui, si la France veut vraiment travailler avec les États africains, qu'elle nous respecte. Nous ne sommes contre personne. Nous ne mangeons pas de blanc ni rien, mais ce respect-là, tant qu'il n'y a pas ce respect-là, nous n'allons pas travailler avec eux. Et à chaque fois qu'ils poseront des actes contre le Mali, contre n'importe quel pays africain, nous, on va se lever vraiment pour les décrier, parce que ce 21e siècle doit être notre siècle. Nous sommes le seul peuple au monde qui donne de l'amour à tout le monde, mais nous sommes le seul peuple au monde qui est maltraité par tout le monde. Tout le monde pense que l'Africain ne vaut rien. On tue nos frères, on viole nos frères, on fait tout à nos sœurs. Ils font tout juste parce que nous sommes des Africains. Et aujourd'hui, le gouvernement malien est en train de montrer l'exemple aux autres États africains que nous pouvons dire non à la France, nous pouvons dire non à l'impérialisme français, tout en gardant notre dignité, tout en gardant notre unité. Et c'est dans ça qu'on allait s'en sortir. Et aujourd'hui, que la France comprenne, mon cher frère, que la France comprenne que nous avons eu la chance d'avoir des médias comme Afrique Média, nous avons eu la chance d'avoir des activistes comme Kémy Séba et les autres. Aujourd'hui, nous avons compris ce qui se passe. Nous avons compris. Et ce discours-là, à un moment donné, nous allons faire plus que ça. Parce que jusqu'à présent, nous sommes dans une révolution intelligente. Nous faisons tout, nous poussons la France à la porte, un peu. Mais si la France continue vraiment à manquer de respect à nos dirigeants, la France verra vraiment qu'il va se passer beaucoup de choses. Mais on ne va pas venir dire les stratégies ici. On va garder beaucoup de choses entre nous. Mais ce 21e siècle est notre siècle. Et les Africains ont compris. Je dis bien, quand je dis les Africains, je parle de ceux qui connaissent vraiment les relations entre les États. Ils ont compris que la France nous a humiliés. La France nous a fait toutes sortes d'humiliations. Elle nous a conduits à l'esclavage à tout. Aujourd'hui, nous nous sommes juste dit que nous allons prendre notre destin en main. Et celui qui veut travailler avec nous, que la personne nous respecte. Il n'y a pas de relation père-fils. Il y a des relations d'égal à égal. Et sans ça, la France ne reviendra plus jamais au Mali. Davantage des sujets brûlants, celui lié effectivement à la présence des 49 mercenaires ivoiriens sur le sol de Bamako. D'ailleurs, ces soldats-là, on y reviendra de fond en comble pour savoir quel avenir, puisque la procédure suit clairement son cours, même si les négociations sont clairement en train d'être menées. On tentera de comprendre que demande le gouvernement de Bamako et celui d'Abidjan. Mais revenons sur les faits. Est-ce que ces mercenaires avaient clairement pour objectif d'assassiner le colonel Assimi Goïta? Tout d'abord, en fait, on ne peut pas comprendre que des gens viennent sur un territoire, ils n'ont pas d'autorisation, ils n'ont pas de lettre, ils n'ont rien, où le ministère des Affaires étrangères n'était pas informé. Donc, il y a ces éléments-là. Et en plus de ça, nous avons eu des sources sûres que le gouvernement a appelé les dirigeants ivoiriens pour savoir si réellement ils sont au courant de l'arrivée de ces militaires-là. Mais ils ont dit que non. Ils ont clairement dit que non. Mais 48 après, vous sortez pour donner un délai, mais c'est des relations d'État à État. Mais nous comprenons que Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, c'est le pion de la France en Afrique. Ça, c'est une réalité, nous sommes au courant de ça. Donc, on comprend. Mais ils veulent nous amener sur un terrain. C'est pourquoi nous avons dit, au sein des Iréolo, de faire énormément attention. Nous parlons de panafricanisme. Et dans cette affaire-là, laissons-le aux diplomates, qu'ils gèrent ça en diplomatie. Parce qu'ils feront tout pour que les deux peuples se mettent. Vous voyez sur les réseaux sociaux, moi, je vois des gens, les Maliens, les Ivoiriens, ils se clashent entre eux, ils s'insultent et tout. Nous, dans Iréolo, nous, on n'a pas besoin de ça. Le débat doit dépasser tout ça là, actuellement. Nous connaissons les intentions des uns et des autres. Nous faisons appel au calme entre les différents peuples et de regarder la réalité en face. Si c'était le Mali, qui avait envoyé ces militaires-là en Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce qui allait se passer. Mais sur le gouvernement ivoirien parle,
il fait des trucs, mais en dessous, ils appellent pour négocier et autres. Donc nous nous sommes dit, on va essayer de calmer les choses, c'est de nous laisser le gouvernement malien faire son travail et que nous allons essayer d'expliquer à nos frères ivoiriens qui comprennent que personne, nous ne sommes pas le Mali. Pour vous expliquer, le Mali, les autorités maliennes sont pas folles pour essayer de faire ça. Alors que nous savons que nous avons des frères qui vivent en Côte d'Ivoire. Sans preuve, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible que les gens comprennent. On essaie de manipuler les gens, on essaie de manipuler l'opinion pour que les gens disent que le Mali a, je sais pas, en train de provoquer la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit. Mais l'aménagement, ils ont demandé comment c'est les Nations Unies ont dit non, ils n'étaient pas au courant. Hein? Mais en fait, c'est pour vous dire juste que nous faisons énormément attention parce que c'est un sujet sensible, mais nous savons qu'ils trouveront les moyens pour qu'ils s'entendent et tout sauf qu'il y ait vraiment un conflit entre État et État. Nous, on n'a pas besoin de ça parce que pendant qu'on essaie de mettre le peuple ensemble pour que le peuple comprenne, il y a des dirigeants qui sont à la solde de l'Occident qui essaient de diviser les uns et les autres. Nous n'allons pas tomber dans ce jeu-là et nous sommes vraiment, on est parti voir les différents responsables de nos États, on est en train de parler, avoir les différentes informations pour qu'on puisse trouver vraiment une solution. Mais personne ne nous menace. C'est ce qu'on a dit. Personne ne nous menacera de quoi que ce soit. Nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. On évite tout conflit entre Africains. On l'évite. Mais quand on n'a pas le choix, quand on n'aura vraiment pas le choix, je pense qu'à ce moment, on va passer à l'action. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous nous sommes dit, faisons pas la terre, faisons pas la terre. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas contre la France, mais là, c'est un Côte d'Ivoire, Mali, c'est deux pays africains, c'est deux pays frères. Il faut faire énormément attention dans les différents discours. Alors, je reste avec vous sur ce fait parce qu'il y a d'ailleurs cette médiation autour de mercenaires ivoiriens détenus donc dans votre pays, la médiation togolaise, sauf que il y a clairement des compromis, j'ai envie de dire, qui sont faits de part et d'autre, des informations que nous avons d'ailleurs puisées à bonne source. Les autorités Bamako voudraient clairement ceux d'Abidjan puissent libérer un certain nombre d'acteurs politiques qui sont présentés aux yeux de Bamako comme étant des ennemis extérieurs de la nation, puissent rentrer dans leur pays afin de répondre clairement de leurs actes. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Quel pourrait être le dénouement de cette affaire? Bon, cette affaire-là, c'est entre les mains de la justice. C'est entre les mains de la justice. La justice a déjà commencé à faire beaucoup de choses. Mais ce que moi je demande juste, demander pardon, c'est un signe de grandeur. C'est un signe de grandeur parce qu'ils ont essayé de salir l'image du Mali, montrer au monde que nous avons arrêté des gens injustement, alors que ça n'a jamais été le cas. Et aujourd'hui, je pense que ces gens-là, ils sont en train de ils sont en interrogation toujours. Je pense qu'il faut faire énormément attention et demander à Alassane Dramane Ouattara. Il sait ce qui se passe, il connaît la réalité. Imagine le jour où on devait juger ces gens-là. Ce jour-là, on a essayé d'attaquer Kati. C'est trop compliqué, il y a trop de géopolitique dedans, il y a des intérêts qui sont en jeu. Nous sommes d'accord, mais il faut faire énormément attention parce que la justice fera son travail. Ils peuvent gérer ça diplomatiquement. Et on a même entendu que il y a des gens qui sont sous mandat d'arrêt international, qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'en contrepartie, le Mali voulait faire ça. C'est pas quelque chose officiel, c'est à vérifier. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il faut trouver une solution à l'amiable pour que chacun puisse garder sa dignité et son honneur. Quand même, nous, de notre côté, nous l'avons dit, nous ne sommes contre personne, mais nous sommes pour l'Afrique et nous sommes aujourd'hui pour la paix entre les différents États africains, tant que les uns et les autres se respectent. On va clairement monter d'un cran avec vous. Bien avant ce malheureux événement, il y a qu'au début même, au lendemain des sanctions illégales et illégitimes retenues contre vous par la CEDEAO et un certain nombre d'acteurs politiques, il y a donc cet appel téléphonique intercepté par les services secrets entre le président Alassane Dramane Ouattara et l'ex-premier ministre de votre pays, par ailleurs ministre par le passé de l'économie et bien d'autres postes ministériel qu'il a occupé, je parle là du docteur Bobo Cissé, annonçant la chute
rapide et brutale du Mali au lendemain de ces sanctions-là. Un appel téléphonique a été longuement décrié sur le continent africain. D'ailleurs, beaucoup d'analystes s'accordent à dire que l'axe du mal, passez-moi le mot, qui viserait à déstabiliser votre pays, c'est clairement cet axe bien mis en place entre Alassane Dramane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, et un certain Boubou Cissé. Est-ce que de ce qui a été dit, vous semblez vous partager cet avis, très cher Silla? Oui, bien sûr. Nous avons dit, avec M. Boubou Cissé, pour revenir un peu, Alassane Dramane Ouattara, il était l'un des acteurs, ou bien l'un des principaux acteurs, vraiment à demander des sanctions sur le Mali. Un, deux, tous les opposants politiques, tous ceux qui sont contre cette transition, sont chez lui en Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, il y a eu, c'est-à-dire un opposant que les Maliens même ignorent, que les Maliens ne connaissent pas, qui a eu à faire une déclaration en étant sur la terre ivoirienne, dire que c'est lui le nouveau président des Césaires. Donc, ce qui veut dire que, automatiquement, Alassane est en complicité avec ces gens-là. Si les gens qui ont volé ce pays-là, les gens qui ont là, vont chez vous et que restent chez vous, vous les gardez, vous les protégez, ce qui veut dire qu'à un moment donné, que vous êtes en complicité avec ce derrière-là. Et le vocal, quand nous avons vu, nous avons entendu le vocal, ça nous a pas surpris. Ça nous a pas surpris venant d'Alassane Dramane Ouattara, parce que depuis fort longtemps, quand on parle du franc CFA, quand on dit que nous voulons que nos dirigeants africains prennent les responsabilités, qu'ils soient en mesure vraiment de gérer eux-mêmes leur propre monnaie, et que la monnaie qui est pourtant le cœur de la souveraineté, Alassane Dramane Ouattara nous dit non. Et quand il y a telle ou telle chose, Alassane Dramane dit non. Pourtant, nous avons juste compris que Alassane travaille pour des gens, des puissances étrangères, pour déstabiliser tout pays qui veut entreprendre, c'est-à-dire une question de souveraineté ou quoi que ce soit. Donc nous avons compris. Alassane et Boubou, moi je sais, tout le monde sait qu'en Afrique, qu'on le veuille ou pas, parce qu'ils ont essayé d'ethniser la chose, parce qu'il y a affaire de Djoula, affaire de ça, mais nous avons dépassé tout ça. Nous allons regarder la réalité en face et nous allons continuer. Boubou Cissé, il est sous mandat d'arrêt international, les sous mandat d'arrêt international, les autres ils sont sous mandat d'arrêt international. Là, en fait, tout ça là, c'est pour déstabiliser le Mali. Parce que, comme je l'ai dit, mon cher frère, si le Mali réussit à s'en sortir aujourd'hui, vraiment, ça va déclencher quelque chose. Les autres pays aussi, les autres pays de la sous-région, les gens vont se réveiller, les gens vont se révolter. Et ça n'arrange pas. Et il faut tout faire pour stopper le processus de révolution, le changement du Mali. Et c'est ce qui est en cours. C'est pourquoi les gens, quand on voit ce genre de trucs, on sait directement que Alassane est dans son agenda. Alassane ne veut vraiment pas aider le Mali, mais Alassane est juste là pour essayer de voir comment nous allons détruire, comment nous allons stopper leur révolution. Il est dans, c'est l'esprit qui est derrière tout ça. Mais nous l'avons compris, nous avons dit, Alassane, nous on pensait qu'on pouvait sauver l'Afrique ensemble, mais aujourd'hui l'histoire jugera. Vous avez décidé d'être du côté de ceux qui nous pillent, du côté de ceux qui nous tuent, du côté de ceux qui vraiment maltraitent les enfants. Nous sommes vraiment désolés, mais l'histoire jugera. Et je sais que Alassane, s'il ne change pas, parce que peut-être qu'il peut changer, ça serait un miracle, mais il sera jeté dans la poubelle de l'histoire. Le Mali est prêt, le Mali est conscient de ce qu'Alassane cherche à faire. Nos dirigeants le savent très très bien. Souvent, ils jouent à la géopolitique, souvent, ils jouent à la diplomatie, mais tout le monde sait le rôle que joue Alassane Dramane Ouattara pour vraiment essayer de déstabiliser le pays. Parce que si jamais ça arrive, la Côte d'Ivoire, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina, la Guinée et les autres, la Guinée a déjà commencé, les gens vont se réveiller. Et ça n'arrange pas l'oligarchie africaine et française. Vous comptez d'ailleurs lancer une très grande opération Bonnet Bleu qui vise à demander à la MINUSMA de plier bagages et de partir. La MINUSMA qui a été donc au cœur d'une très grosse brouille, mais surtout d'une grosse sur le continent africain, principalement, puisque nous parlons de la MINUSMA, dans votre pays, le Mali. Certaines images, sinon les plus récentes, qui nous sont d'ailleurs parvenues de la région de Ménaka, on a pu voir des civils, très chers Bassaro Silla,
avec des menus, mais qui ont quand même décidé de jeter des pierres et tout ce qui pouvait être à leur portée afin de faire passer clairement le message de ce qu'il y avait clairement comme une forme d'inimitié entre les populations civiles et la MINUSMA. Que reproche-t-on clairement puisque nous avons Bassaro Sylla aux activités de la MINUSMA aujourd'hui du côté du Mali? Ok, cette question elle est vraiment importante, mon cher frère. Au début, la MINUSMA est venue vraiment pour aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale et empêcher, c'est-à-dire que les groupes armés d'avoir accès à certains lieux stratégiques et tout. Ça, c'était la résolution, je pense, 2116, je pense, si j'ai une bonne mémoire. Mais ils étaient là pour ça. Et aujourd'hui, là où nous sommes, la MINUSMA est vide de contenu, pour la chose pour laquelle elle est venue, en fait. Aujourd'hui, la MINUSMA, des gens meurent devant la MINUSMA. La MINUSMA ne réagit pas. On tue de bulles des villages. La MINUSMA ne parle pas. Des innocents, on les tue. La MINUSMA ne parle pas. Nous nous sommes dit, mais on vous a fait appel pour venir nous aider. Si vous êtes là et que vous nous dites que vous ne pouvez pas nous aider vraiment à lutter contre le terrorisme, mais allez-vous-en. Allez-vous-en de chez nous. Ménaka, c'est commencé en 2014, la MINUSMA a tué sur la population à Gao. D'où il y a eu 4, c'est déjà en 2014. À l'époque, les gens de Gao sont sortis pour dire qu'à bas la MINUSMA. Aujourd'hui, la dernière fois, nous avons déposé une lettre à la MINUSMA. Nous les avons expliqué par A plus B. Aujourd'hui, le Mali a besoin de partenaires fiables et nous ne faisons plus confiance à la MINUSMA. Au lieu de dire le Mali a lutté contre le terrorisme, vous êtes là, vous de l'électricité, vous donnez de l'eau aux gens. Nous avons dit, nous avons un ministère qui est chargé de l'énergie. C'est à ce ministre-là de nous donner de l'eau et de l'électricité. C'est pas votre rôle. Donc, d'où nous avons déposé une lettre le 20 juillet au quartier général de la MINUSMA en les demandant de partir. Nous ne voulons plus de chez nous et pas uniquement à Bamako. Et parce que très généralement, quand vous parlez, vous dites que les Bamakois ne peuvent pas comprendre que c'est dans les villages ou dans les régions. Mais Badjankara, ils les ont barré la route. Ménaka, pareil. Sévaré, pareil. Bon, pour vous dire qu'ils essaient juste de dire que comme si les gens qui sont à Bamako et ne comprennent pas, mais ils donnent de l'eau. Vous n'êtes pas là pour donner de l'eau aux gens. Alors, bien avant d'arriver, il y avait les gens buvaient, les gens dormaient sous lumière et autres. Donc, nous avons dit à la MINUSMA de partir parce que son mandat ne nous arrange vraiment pas. Et la dernière fois, le responsable nous a eu à nous dire qu'ils n'ont pas d'armement et la MINUSMA n'a pas un avion de guerre. La MINUSMA n'a même pas un avion. Pourtant, vous dites que vous êtes là pour la paix et aider le Mali. Vous êtes là pour aider le Mali. Ils n'ont pas un avion. Et jusqu'à ce que, avec les gens qu'ils amènent, c'est des gens qui sont dans les soixantaines, 62, 63, 64, qui sont à 2 ans de leur retraite. Donc, on les amène sur le terrain. C'est comme si, quelque part, venez, on vous paye bien, il n'y a rien ici, vous préparez votre retraite et vous partez chez vous. C'est ce qui se passe actuellement avec la MINUSMA. Et pour votre information, depuis le 20 que nous avons quitté la MINUSMA a fait appel à des opérateurs économiques. La MINUSMA a ouvert les marchés. La MINUSMA est en train de financer les mouvements. Imaginez du 20 juillet à aujourd'hui, la MINUSMA est en train de mettre le paquet. C'est quoi? C'est pour diviser les gens. C'est pour nous diviser. C'est pour dire que oui, Yerewoulou est parti déposer une lettre. Et nous avons les moyens, nous avons l'argent à notre disposition. Venez, nous allons vous financer. La MINUSMA, il y a des formations avant-hier ou aujourd'hui, elle a donné, je ne sais pas, 59 millions à des groupements de la société civile. Pour tout ça, pourquoi? Elle a organisé des formations. Elle appelle les vieilles femmes. Et elle les a proposé 16 millions pour leur projet. Chaque personne 16 millions. Mais ils sont là depuis combien d'années? Il a fallu que Yerewoulou dépose une lettre pour qu'il réagisse. C'est pourquoi? C'est pour nous diviser. C'est pour diviser le peuple et dire que Yerewoulou n'est pas...
sur ce fait d'actualité que vous nous révélez en direct. En tout cas, il est donc clair que la MINUSMA, ses agents du côté de Bamako sont là pour toute autre chose, puisque vous semblez nous, vous nous dites clairement qu'ils organisent des formations avec toutes les classes, on va dire, des Bamako et partout, pour leur apporter un soutien logistique, matériel et désormais pour les accompagner dans la vie normale. Est-ce que ce sont les missions régaliennes, les missions premières, les missions fondamentales de la présence de la MINUSMA dans votre pays? Et pourquoi est-ce que l'État leur donne autant d'actions, autant, j'ai envie de dire, d'activités, de pouvoir, de loisirs, d'organiser de telles activités? En fait, comme la dernière fois, nous étions contre même le renouvellement du mandat de la MINUSMA, on a eu à l'étude clairement. Mais de l'autre côté, le gouvernement a jugé nécessaire d'accepter de renouveler la mission onusienne, mais en ayant de réserves. En ayant de réserves. D'où nous sommes sortis, nous avons dit à nos dirigeants, ces gens-là sont des sanguinaires. Il faut dire une bonne fois non, qui est de tourner. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous, le gouvernement, dans la mission, ils sont là, en fait, ils doivent pas se déplacer actuellement sans nous, nos femmes. Et pour la petite information, le responsable de la MINUSMA nous a dit que eux-mêmes ne sont pas protégés. Que c'était Barkhane qui protégeait la MINUSMA. Maintenant que Barkhane n'est pas là, ils ont fait appel au ministre de la Sécurité malienne, qui est le colonel Sadio Kamara, de les sécuriser. Vous imaginez, des gens qui sont venus parce que nous avons un problème, et vous êtes venus, vous aussi vous avez besoin de sécuriser. Où allons-nous? Mais comme le gouvernement a décidé de telle chose, comme nous on l'a toujours dit, mon cher frère, le peuple est souverain, le dernier mot revient au peuple. Et nous avons dit que la MINUSMA doit partir, et la MINUSMA partira. Même si avec les dirigeants, il y a un peu de diplomatie, nous, ce n'est pas notre cas. Nous sommes dans la rue, nous avons compris qu'il faut souvent, on sauve même nos dirigeants de certaines choses. C'est dans cette dynamique que nous sommes. Et la MINUSMA partira. Demain, nous allons donner l'ultimatum. Et on va voir ce qui va se passer parce qu'on ne compte vraiment pas s'arrêter à ce qui se passe. Quelqu'un qui est malade, le patient est là, il va à l'hôpital, le médecin est là, 6 mois, 7 mois, ta maladie est toujours là. À un moment donné, il faut changer de médecin pour pouvoir guérir, sinon tu vas mourir. Et c'est ce qu'on avait, on a compris qu'ils ne peuvent pas gérer nos problèmes, ils vont partir. Il y a d'autres partenaires avec lesquels nous sommes prêts. On va d'ailleurs évoquer ce partenariat avec la Fédération de Russie, mais je préfère peut-être que, avant d'aller écouter les téléspectateurs qui se bousculent au standard Bassaro Silla, qu'on puisse davantage évoquer cette MINUSMA. Qu'est-ce qu'elle représente clairement aujourd'hui, vu qu'elle est, j'en ai dit clairement, amoindrie. Barkhane l'avait si bien dit, n'est plus là. C'est d'ailleurs Barkhane qui assurait, selon des précisions d'ailleurs de cette mission-là, la sécurité de tout le matériel et le personnel autre de la MINUSMA. Aujourd'hui, elle n'a plus une capacité de se déployer clairement et simplement sans l'aval, je veux dire, les directives de l'État, des autorités de la transition de Bamako. Comme une forme, il y a déjà comme une sorte de scission à l'interne. Des États ne sont plus capables d'accompagner, d'appuyer militairement ces hommes. L'Égypte d'ailleurs a clairement arrêté, plusieurs pays sont en train d'arrêter leur contribution en termes de militaires, de nombre de militaires au sein des groupes de la MINUSMA. Que vaut la MINUSMA clairement, je dis, vu qu'elle est clairement et simplement maîtresse, est-ce que en l'état actuel, elle ne partira pas d'elle-même, puisque n'étant plus opérationnelle et utile pour Bamako? Non, s'ils sont intelligents, là, ils partent, ils vont vraiment d'eux-mêmes. S'ils sont vraiment intelligents, ils vont partir d'eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, mais les agents, comme nous l'avons dit, il y a 80% de nationalités différentes. Et ils savent ce qui se passe sur le terrain. Ils sont en danger permanent. Ils sont en danger permanent. Eux-mêmes, ils le savent parce que le peuple ne veut vraiment pas les voir. Et donc, quand on les voit, nous les voyons dans des bars, dans des maquis, dans des boîtes de nuit ou autres. Même, ça veut dire qu'avec même la voiture de travail de l'ONI et autres là, ça veut dire que s'ils sont intelligents, ils doivent vraiment partir. La seule chose qu'ils font ici actuellement, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est de construire des châteaux,
de donner de l'électricité aux gens et autres. Nous n'avons pas besoin de ça. L'Égypte est partie. Les pays intelligents, ceux qui sont avisés et qui ont compris le système, ils vont tous partir, quitter l'aménagement un à un. Parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se joue que eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Et nous savons que si la France a une porte d'entrée au Mali, c'est la porte de l'aménagement. Si la France a une porte d'entrée au Mali aujourd'hui, c'est la porte de l'aménagement. Donc pourquoi insister à rester dans une maison où le chef de famille te dit qu'il ne veut pas de toi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Jusqu'à ce qu'ils ont même payé d'autres jeunes pour que ces jeunes-là les amènent à un papier pour dire que oui, merci à l'aménagement pour tout ce que vous nous faites. Là, on a vu les fourrages, on a vu je sais pas quoi. Mais nous avons dépassé ça. Nous allons prendre notre destin en main. Nous préférons, comme disait Sékou Touré, nous préférons vivre libre dans la pauvreté que de vivre riche dans l'esclavage. C'est sur cette dynamique-là, actuellement, c'est sur cette dynamique-là que nous sommes aujourd'hui. Et nous l'avons dit, on le répète, le peuple est souverain. Et le dernier mot revient toujours au peuple. L'aménagement, c'est une chose que ces gens-là font dans notre pays, mais on ne dit pas, on ne parle pas parce que nous savons que au temps venu, nous allons régler le compte de chacun. Et nous n'avons rien contre les employés qui ont quitté tel ou tel pays. Ça n'a rien à voir avec les différents États. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et quand tu parles de souveraineté, quand tu parles d'indépendance, il va falloir à un moment donné que toi-même tu puisses choisir tes partenaires sans avoir peur de quoi ou de qui que ce soit. Et c'est sur cette dynamique que nous sommes. Nous avons vu que l'aménagement a juste montré ses limites. L'aménagement a montré ses limites. Elle peut pas aider le Mali à retrouver la paix. Donc l'aménagement doit partir. C'est pourquoi nous avons dit bonnet bleu là. Le bonnet bleu là, parce que c'est nous, on signifie, le bonnet bleu signifie la sagesse, la pureté. Mais le bonnet bleu de ces gens-là, nous ne savons même pas ce que ça veut dire si ce n'est pas de commettre des actes qui sont contre même, vous savez, que la tradition, la culture africaine. Nous avons tout compris. Nous avons compris tout. Mais aujourd'hui, on parle d'indépendance. Nous ne voulons pas de chez nous et ils doivent impérativement partir de chez nous. Ils ont fait combien d'années au Congo? Les Congolais sont en train de se réveiller. Les Congolais ont compris combien d'années. Et quand ils viennent dans un pays, au lieu d'aider ce pays-là à retrouver vraiment la paix, au contraire, la situation s'empire de jour en jour. La situation ne fait que s'empirer. Donc nous avons compris vraiment le jeu et il va falloir que les Africains, que nous comprenions que personne ne nous aime. Personne ne nous aime. Les gens viennent ici pour les intérêts. Sinon, comment se fait-il que nous savons tous que le Nord, l'aménagement est là-bas? On attaque souvent même les bases de l'aménagement. Les bases de l'aménagement attaquées. L'aménagement doit être en mesure quand même d'avoir des matériaux qui les permettent de savoir qui les a attaqués. Mais rien de tout ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'aménagement a été attaqué. Un pays membre de l'aménagement vient prendre l'appareil là. L'appareil qui montre ce qui s'est passé réellement et l'amène dans son pays. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? C'est tout ce que nous avons compris. La raison pour laquelle nous demandons leur départ. Nous leur disons de partir. Nous-mêmes, là, on va sécuriser notre pays. Et pour ajouter encore, il y a un militaire qui a dit, eux, leur travail, c'est quoi? Entre eux et l'aménagement. Quand on récupère un village ou un pays, normalement, l'aménagement doit rester là-bas pour sécuriser. Mais l'aménagement ne fait pas ça. L'aménagement ne fait pas ça. En fait, c'est pour vous dire que l'aménagement est juste là pour donner de l'eau aux gens. Elle n'est pas là pour la paix. Elle donne du boulot à des milliers de personnes, que ce soit nationaux ou à l'extérieur. Elle donne juste du travail aux gens. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voyons des gens qui meurent. Nous voyons que ça veut dire qu'ils arrachent, ils égorgent des gens. Ces gens-là sont financés par qui? Comme par quel biais ces gens-là trouvent les armements? Par quel biais? Pourtant, on parle de la mission des Nations Unies. C'est les gens qui se disent qu'ils sont la première puissance mondiale. Ils peuvent tout gérer. Ils ont la solution à tous les problèmes. Mais vous n'arrivez vraiment pas à maîtriser un groupuscule de personnes. C'est pour vous dire que c'est trop. Et aujourd'hui, nous pensons que l'aménagement doit partir. Si le président Guinée-Bissau, de la Guinée-Bissau pense qu'il faut avoir, comment dirais-je, mettre en place, je ne sais pas,
des militaires contre des putsch ou je sais pas quoi. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Le Mali aujourd'hui, est le bouclier contre les djihadistes et beaucoup de pays. C'est ce qu'ils oublient. Le Mali est le bouclier entre nous, le Mali est bouclier entre les djihadistes et vous. Tu disais, au lieu de mettre en place, avec un contingent des milliers de personnes pour vraiment lutter contre le terrorisme, non, vous êtes là. Au lieu de faire ça, non, vous êtes là que vous allez mettre à compte des putsch, je ne sais pas de quoi. Mais, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Au lieu de faire appel à la MINUSMA ou je ne sais pas à qui, nous sommes des États africains, organisons pour avoir une armée forte qui est prête à intervenir à tout moment. À tout moment. Mais au lieu de ça, chacun essaie de défendre ses intérêts, et mettre le pays dans le trou, c'est-à-dire que soit semer même le panique. Mais ceux qui attaquent aujourd'hui, c'est qui? Nous connaissons beaucoup de personnes. Ils sont financés par qui? Et pour vous dire que la drogue, c'est parce que la guerre là, au Mali, ils veulent pas on met fin à cette guerre-là. Parce que chaque année, il y a des gens qui gagnent des centaines de millions, d'autres des milliards. Parce que là-bas, là, c'est devenu un territoire de transit de drogue. Nous sommes au courant. Pourtant, la MINUSMA est là. La France était là, ils sont au courant. Tout le monde est au courant. Tout le monde. Au nord, là, il y a des drogues il y a des drogues partout. Pourquoi? Juste parce que quand on arrive vraiment à stabiliser le pays, ça va vraiment être un problème pour la MINUSMA et pour des gens vraiment puissants, des personnes puissantes qui sont derrière, qui vivent vraiment de ça. C'est moi qui vous l'ai dit, il y a l'endroit là au nord, là, il y a une partie où uniquement des vols, et à un moment donné, des vols descendaient et remontaient à chaque fois. Ils avaient rempli de drogue. Pourtant, la MINUSMA est là. Ils ont des appareils, Barkhane était là, tout le monde était là. Donc pour vous dire qu'ils veulent vraiment pas la stabiliser dans cette zone-là parce que ça n'arrange pas. De la sous-région, et ils ne parlent pas. Tout le monde sait que ici, il y a des pays qui sont à l'aise, il n'y a rien parce qu'ils ont accepté le deal. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez transiter votre drogue par-ci, par-là. Donc, ouais, on a compris le jeu. A d'ailleurs été découverte au nord de Bamako. On y reviendra. Allons-y au standard pour apprécier également la lecture de ces nombreux panafricains qui s'intéressent de près ou de loin à l'actualité liée donc au Mali. Fidèle, de chez Fidèle, Monsieur Jean, vous nous attendez au téléphone depuis quasiment 7 minutes depuis les États-Unis. Merci pour votre longue patience. Nous vous écoutons à présent. La parole est à vous. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir à vos invités, à votre invité. Bonsoir aux techniciens et tous ceux qui écoutent Afrique Média. Votre invité a bien parlé et ils ont compris l'enjeu. Alors nous lui demandons de sensibiliser les autres jeunes qui sont perdus, qui pensent que la France a quelque chose à leur apporter aujourd'hui où nous sommes, après tant d'années d'expérience avec ce pays maudit. Donc, c'est ça la compréhension. Merci pour ce qu'il développe. Mais il va falloir que nous évoluions davantage. Comment? Vous voyez, c'est une injustice. Tout d'abord, la Côte d'Ivoire et le Mali n'ont pas un problème pour que Ouattara décide de déstabiliser, parce que ce sont nos qui a cité nos. Alors que c'est nous, ils travaillent pour quelqu'un. Parce que ceux qui l'ont mis là-bas, ils travaillent pour eux. C'est la France. Donc, c'est clair. Et les renseignements que les Maliens, les autorités maliennes ont reçus est tellement suffisante, des preuves tellement palpables que on ne peut plus nier cela. Donc c'est la France. Nous allons, écoutez bien, que votre invité aussi et les autorités maliennes savent, et leur ange gardien aussi, la Russie sait ce qui va se passer. Ce que nous allons commencer par envisager, c'est si jamais cette façon de déstabiliser le Mali continue, alors la guerre sera déclenchée contre les bases militaires françaises et occidentales en Afrique d'abord. On va commencer par là, parce qu'ils n'ont pas le droit d'installer leurs bases militaires dans les pays africains. Ce n'est pas les pays européens. Quel droit qui leur permet on ne sait pas, mais droit international, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça qui permet à la France de venir installer sa base et justifier sa présence dans les pays africains. Et ils se permettent d'être là librement et d'agir sans inquiétude.
Mais ce n'est pas juste. Alors, nous allons. Voilà ce qu'il faut lancer comme appel. Et les autorités savent ce qu'il faut. Là où il faut frapper la France. Et si nous, ça commence, on va voir. Alors, la France va vouloir dégager et engager la guerre contre l'Afrique. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'il faut être clair. Il faut appeler chien, chat. La France ne peut pas continuer à intimider, à tuer les Africains sous l'égide de l'ONU, sous l'égide de bases militaires françaises de protection. On ne sait pas quoi. Nous appelons les Français aux témoins pour cette manigance qui apparaît aujourd'hui aux yeux de tout le monde, de la France, que si leur pays, si leurs dirigeants continuent d'intervenir en Afrique et de perturber les pays africains, alors ils auront les conséquences. Les conséquences, soyons justes. Comme eux, ils ne connaissent pas la justice s'arrête à eux. C'est eux qui connaissent la justice. Ils sont donneurs de leçons, droits de l'homme, civilisateurs, et tout ce qu'ils pensent. Nous allons leur montrer, cette fois-ci, avec la bénédiction divine, qu'ils ne sont rien. Nous sommes appelés à vivre ensemble, sans intervenir, sans troubler la paix de l'autre. Vis dans ta maison, protège ta maison. Il ne faut pas se soucier de l'autre, de la maison de ton prochain. Si tu ne te fais pas appel, ne pas fait appel. La France s'invite allègrement en Afrique pour justifier les barbaries qu'elle continue de perpétrer dans nos pays africains. C'est une injustice et nous appelons le peuple français aux témoins qui vont payer ces injustices-là. Alors, voilà ce qui se plane. Et nous disons à Bazoum que tu n'as pas d'inviter, non, ça n'a pas de sens, Bazoum. Ça n'a pas de sens. Même si tu es oppressé, ce n'est pas juste aujourd'hui. Elle le croit de dire, partez chez vous, nous allons nous organiser nous-mêmes pour sécuriser nos familles, nos pays. C'est mieux. C'est mieux. Alors, nous sommes contre ces envahisseurs qui deviennent encombrants. Ils doivent partir. Que Dieu bénisse. Et nous restons donc en guerre. Merci à vous, Monsieur Jean, depuis les États-Unis. On va rester au standard pour apprécier davantage vos avis autour de ce sujet malien. Au téléphone, bonsoir, bienvenue. Allô, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bienvenue, votre contribution autour de l'actualité. Mon très cher frère Fabrice Ndom, c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je salue le frère Sila, que je suis très content de revoir, parce que, étant au Mali, on avait eu une séance de travail à Bamako. Donc c'est le frère Abou de OPAM International. Je pense qu'il doit pouvoir se souvenir. Je salue tous les appelants, les techniciens, le PDG que j'adore. Et en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, vous savez, en comptabilité, il y a un outil qu'on appelle le bilan. Et ça, c'est un bilan, c'est un outil incontournable pour voir si l'action qu'on a menée a été bénéfique ou elle a été... Donc, on utilise cet outil-là à l'ONU. On voit, et la MINUSMA, on voit que le bilan est nul. Et depuis que la création de l'ONU, même eux-mêmes qui ont créé, comme on se rappelle de ce que De Gaulle disait, que l'ONU, c'est un marché. Donc, nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, on était témoin oculaire de ce que l'ONU peut faire à un peuple, des méfaits de l'ONU. C'est l'ONU qui qui transportait les mercenaires, les trucs, comme on appelle, les assaillants, les rebelles. C'est l'ONU qui bombardait les postes avancés de l'armée ivoirienne. L'ONU a tué les Ivoiriens. L'ONU allait plus loin. Elle qui est censée sécuriser les réfugiés, un camp de réfugiés, elle a laissé les dozos et les mercenaires d'Alassane Draman Ouattara aller assassiner en plein jour des réfugiés qu'elle était censée sécuriser. Donc, en fin de compte, l'ONU sert à quoi? Elle ne peut pas prévenir les risques. Elle aussi, elle rassemble des réfugiés, soit disant qu'elle les protège, mais en plein jour, on vient les attaquer et les détruire et tuer les réfugiés, brûler le camp de l'ONU, aux yeux eux aussi de l'ONU. Mais l'ONU ne réagit pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que
c'est un instrument à la solde de l'impérialisme. Donc, le peuple malien, nous sommes très fiers de ce que le peuple malien fait. Actuellement, le peuple malien, c'est l'espoir. Et Assimi Goïta et Shugel ont été choisis par Dieu. Ce sont des élus. Nous, les spiritualistes, on sait que Dieu, quand il veut faire un changement dans l'histoire de l'humanité, il choisit toujours des élus. Il ne le fait pas par lui-même, il choisit des personnes qui vont déterminer ce changement-là. On a vu Gandhi, on a vu Luther King, on a vu plein de noms comme ça. Il y a d'autres dans la religion qu'on appelle Mahomet, Jésus, tout ça. Donc, bref, c'est pour dire quoi? Il passe toujours par les gens, et Assimi Goïta a été choisi par Dieu, et nous voyons des signes monitoires de la libération, de la renaissance de l'Afrique. Nous voyons ça au Mali, et Dieu n'a pas choisi le Mali pour rien, c'est parce que le Mali est fort de son passé. Le Mali est le premier pays sur la terre où on a fait la charte des droits de l'homme. Le Mali, on connaît toute l'histoire. Il y a eu l'université du Mali là-bas, l'homme le plus riche du monde. Il y a beaucoup de trucs que le Mali a fait, le Dogon, le calendrier lumière, tout ça. Donc le Mali, c'est pas fortuit. C'est quelque chose que c'est un pays que Dieu a créé pour faire des lances, pour sauver l'Afrique. Si le Mali a réussi, ça sera toute l'Afrique qui va être libérée. Et c'est pourquoi que nous supportons tous le Mali. Et moi j'ai fait 3 mois au Mali il n'y a pas longtemps. Je suis rentré en juillet, là, le 4 juillet. Donc c'est là où j'avais vu le frère Silla. Donc c'est pour dire quoi, nous sommes tous avec lui et nous disons que Alassane Dramane Ouattara est vaincu d'avance. Et Alassane Dramane Ouattara, vous savez que je dis au frère Silla qu'il a attrapé Touchéri Balé qui est venu la visiter il n'y a pas longtemps pour la mettre en prison. Si les gars peuvent faire des manifestations pour demander la libération de cette femme, cette Amazone africaine qui veut la renaissance de l'Afrique, c'est bien. Donc c'est la même manière, on ne doit pas libérer aussi les prisonniers d'Alassane Dramane Ouattara, parce que lui, Alassane Dramane Ouattara, il met en prison les innocents pour du peu. Donc, bonne continuation, comme on le dit, l'Afrique ou la mort nous vaincront. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, bye bye, bye bye. Merci à vous, Abou. On rappelle d'ailleurs que l'Amazone dont vous avez fait allusion est purement et simplement libre, même s'il a fallu plusieurs manifestations pour revendiquer simplement sa libération. Ça a d'ailleurs été fait. Merci à vous, Abou, d'être passé par ici. Zerfel, vous nous attendez au téléphone depuis 2 minutes 30 secondes. C'est depuis l'Allemagne. Zerfel, votre contribution. On s'intéresse clairement à ce rôle trouble de l'amunissement, mais surtout des mercenaires étrangers qui en veulent aujourd'hui et purement et simplement au Mali. Quelle lecture en faites-vous? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fabrice et bonsoir à tous les techniciens. Moi je voudrais être bref parce que les autres ils ont parlé, ils ont tout dit, mais je pense que ce que je vais dire aux Maliens ce soir c'est simple, parce que ce que vous faites aujourd'hui ça fait effet. Ce que vous tous les jeunes qui sont aujourd'hui de supporter leurs militaires, leur armée aujourd'hui, ça c'est une fierté de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas continué à baisser les choses, nos culottes devant les petits blancs. Tout est fini maintenant. Avec ce qui se passe au Mali aujourd'hui, ça fait la fierté des Maliens. Vous qui êtes les jeunes Maliens aujourd'hui, ne baissez pas les bras. Supportez vos militaires. Ayez, comment dirais-je, les yeux et les oreilles de ces militaires-là, pour que vous mettez comment dire, les impérialistes là, très bas, pour que vous éloignez ces mercenaires-là de votre pays. Parce que si vous dormez aujourd'hui, si vous faites comment dire, semblant de coopérer avec ces gens à cause des miettes qu'ils vont vous donner, c'est votre péril, c'est-à-dire que vous allez souffrir après. C'est-à-dire que vous allez souffrir plus que ce que vous n'avez jamais vu. Alors, moi, je vous demande à tous les Maliens aujourd'hui de se dresser comme un seul homme contre ces Français. Parce que moi, je n'ai pas parlé trop, dit Européens, ce sont les Français aussi. Ce sont les Français aujourd'hui qui embêtent les Africains. Parce que quand la France va quitter l'Afrique, là, on sera en paix. Les autres Blancs qui vont venir là, ils vont nous respecter. Parce qu'aujourd'hui, l'homme français, ce qu'il pense aujourd'hui, il pense que la terre, la terre africaine, là, ça l'appartient. C'est-à-dire que oui, lui, il a dit qu'il a colonisé ces pays-là. Il pense que c'est un acquis pour lui. Donc aujourd'hui, nous allons, leur acquis qu'ils ont mis dans la tête que c'est pour eux là, nous on va les arracher ça. Pour dire que la terre là, c'est la terre de nos ancêtres. Celui qui a venu là,
doit nous respecter. Celui qui ne nous respecte pas là, il sort du cercle. C'est tout. Parce que nous, on n'est pas là pour dire qu'on va chasser quelqu'un, on a trouvé un nouveau mari ou une nouvelle femme, et puis on va chasser l'ancien ou l'ancienne. Non. Tout le monde est, est égal devant le peuple africain. Donc, mais celui, par manque de respect, tu ne veux pas nous respecter. Parce que toi, tu t'étends supérieur à nous, tu seras le malvenu en Afrique. Donc, aujourd'hui, moi, je demande à tous les Maliens de se dresser comme un seul homme, supporter, mettez, tout ce que vous avez en commun, mettez ça ensemble pour diriger, pour protéger votre pays. Les jeunes, là, surtout les jeunes, c'est facile à vous détourner. Moins de CFA, quelques billets de CFA, voilà, vous allez tomber dedans. Mais faites attention à cela. Dites à vos frères, à vos amis, à vos soeurs qui seront tentés à regarder ces billets de merde là, de faire attention. Donc, c'est tout cela, je voulais dire, vous supportez, et la soeur qui était venue chez vous, Michel, notre soeur qui était venue au Mali, elle a été aujourd'hui, donc moi, c'est une joie pour moi,